De nombreuses personnes sont gênées par l'apparence de leurs dents et craignent que les autres le remarquent, car en effet le sourire apparaît comme un véritable passeport social. Sa vocation sociale est intimement liée à son aspect esthétique. Vecteur de l'évolution de nos sociétés, il apparaît donc comme un atout essentiel de la réussite dans tous les domaines. Ainsi, la bouche est responsable de deux fonctions presque antagonistes. La première, élémentaire, la mastication, et la seconde, qui fait de nous ce que nous sommes, l'élocution. Il est aujourd'hui évident qu'une bonne hygiène bucco-dentaire ainsi qu'un sourire lumineux est essentiel à l'intégration de chacun. La beauté du sourire est-elle subjective ou objective ? On peut se demander si les critères de beauté en général et plus particulièrement du sourire n'obéissent pas à des règles générales mais dépendent de chacun. Est-il alors utile d'établir des recommandations et des normes esthétiques ? Absolument. Aujourd'hui, ces recommandations sont reconnues et appliquées par les chirurgiens. Un sourire naturel est caractérisé par une harmonie des dents, des structures parodontales environnantes, des lèvres et du visage. Lors de la mise en place du plan de traitement, le clinicien va utiliser les critères objectifs comme ligne directive, mais il prendra aussi en compte les préférences subjectives du patient. Le défi pour le praticien n'est pas d'appliquer ces règles, mais de prendre en compte les variations naturelles ainsi que la personnalité et le caractère du patient. Lors de la consultation, le clinicien notera séparément les informations du visage, du sourire, de l'occlusion, de la composition dentaire et de la composition gingivale du patient, en vue d'établir un objectif de reconstruction. Cependant, il faut avoir conscience du caractère présomptueux de cette étude, parce que les goûts changeront avec le temps, parce que la sensibilité à la beauté est aussi une affaire d'environnement culturel et donc géographique. Considéré comme le miroir de l'âme et moteur de la face, le nerf facial innerve les muscles paussiers responsables de la mimique et nous permet, de ce fait, d'exprimer nos émotions. Le nerf facial est le 7e nerf crânien. Il s'agit d'un nerf mixte et branchial. Le nerf facial possède diverses fonctions. Une fonction motrice, sensitive, sensorielle et végétative. Le nerf facial naît au niveau du tronc cérébral dans son origine apparente, dans le sillon bulbo-pontique, dans l'angle ponto-cérébelleux-basilaire. Il pénètre dans le méa du facial, puis le rocher et le trou styloïdien, et enfin atteint la glande parotide, où il établit un véritable plexus nerveux et se divise en ses deux branches terminales, supérieure et inférieure, le nerf cervico et temporofacial. On note également 5 branches du nerf facial, la branche frontale, zygomatique, buccale, cervicale, marginale et inframandibulaire. La paralysie faciale porte atteinte à la mastication, à la parole et à la protection des yeux, mais surtout, elle prive de l'une des expressions humaines la plus essentielle, le sourire. C'est pourquoi il est considéré comme un très important handicap fonctionnel et esthétique. Une paralysie du 7 donne un regard figé et l'hémiface paralysé, et donc potentiellement une impossibilité pour la personne de sourire. Le nerf facial est extrêmement pratiqué par les chirurgiens plasticiens. Le botox, qui passe par la toxine botulique, sert à paralyser la motricité des muscles d'expression de la face, qui provoque la naissance des rides. Cette toxine bloque les filets du nerf facial. Les muscles de la face se trouvent dans le tissu sous-cutané des parties antérieures et postérieures du cuir chevelu de la face et du cou. Ils mobilisent la peau et modifient les expressions faciales traduisant notre humeur. La plupart de ces muscles s'insèrent sur un os ou un fascia et produisent leurs effets en exerçant une traction sur la peau. Embryologiquement, les muscles de la mimique se développent à partir du mésoderme des deuxièmes arcs pharyngiens. Une couche prémusculaire sous-cutanée se formant au cours du développement embryonnaire s'étend sur le cou et la face, c'est ce qu'on appelle les muscles du système musculaire aponeurotique superficiel ou SMAS. Cette couche prémusculaire se différencie pour donner les muscles qui entourent les orifices de la face, la bouche, les yeux et le nez, et exerce des fonctions sphinctériennes ou dilatatrices qui modifient l'expression faciale. Le modulus est un point situé au niveau de l'angle de la bouche où 8 muscles se rencontrent. On y observe un ensemble de réseaux fibreux musculaires où les muscles du SMAS et de la face s'insèrent pour relever l'angle de la bouche. Le muscle abaisseur de l'angle de la bouche s'insère sur la face latérale de la mandibule, sous la canine, les prémolaires et la première molaire. Il se termine à la face profonde de la peau de la commissure des lèvres et y rejoint l'orbiculaire de la bouche. Il permet de donner un air renfrogné en tirant vers le bas l'angle de la bouche. Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure est aplati quadrilatère et occupe la partie latérale du menton et de la lèvre inférieure. Il s'insère au tiers antérieur du bord basilaire de la mandibule.
Il remonte ensuite de manière oblique et médiale et forme ainsi une lame musculaire losangique dont le bord antérieur rejoint le muscle contralatéral au niveau de la ligne médiane. Il permet de tracter la lèvre inférieure vers le bas et le dehors. Le sourire fait intervenir ce muscle permettant d'abaisser la portion médiane de la lèvre de 3 mm. Le muscle releveur de l'angle de la bouche, relativement profond, est aplati et de forme quadrilatère. Il s'insère au niveau de la partie supérieure de la fosse canine, en dessous du foramen infraorbitaire. Il suit ensuite un trajet oblique en bas et en dehors pour se terminer à la face profonde de la peau de la commissure et de la lèvre inférieure. Il permet d'élever la commissure et la lèvre inférieure. Le muscle releveur de la lèvre supérieure est de forme triangulaire à sommet inférieur. Il s'insère entre le foramen infraorbitaire et le rebord inférieur de l'orbite, puis suit un trajet oblique en bas et en dedans pour s'insérer à la face profonde de la lèvre supérieure. Il creuse le sillon entre le nez et le coin de la bouche lors du sourire, en relevant la lèvre supérieure. Le risorius est un muscle inconstant, très fin, de forme triangulaire. Il s'insère du fascia massétérique en arrière jusqu'à la peau de la commissure labiale. Il tracte les commissures vers l'arrière et en dehors et participe donc également à l'élargissement du diamètre transversal buccal. Le muscle grand zygomatique est rubané et s'étire obliquement de la pommette à la commissure des lèvres. Il s'insère sur la face latérale de l'os zygomatique, en dessous et en arrière de l'insertion du muscle petit zygomatique. Il suit un trajet oblique en bas et en dedans. Il se termine enfin sur la peau et la muqueuse de la commissure labiale. Il permet de tirer cette dernière vers le haut et en dehors et accentue le galbe de la pommette en refoulant les parties molles de la joue. Le muscle petit zygomatique est grêle et inconstant. Il s'insère en haut sur la partie moyenne de la face latérale de l'os zygomatique. Il suit un trajet vers le bas et l'avant, avant de venir s'insérer en bas à la face profonde de la peau de la lèvre supérieure. Sa contraction attire cette dernière vers le haut et le dehors. Le grand zygomatique est, selon Guillaume Duchesne, le seul muscle qui exprime complètement la joie. Il ne rend aucune autre expression, raison pour laquelle il est surnommé muscle de la joie. Duchesne de Boulogne met cependant en évidence la différence entre un vrai et un faux sourire. Observez attentivement ces images. Examinez ces deux visages. J'ai une petite question pour vous. Lequel de ce sourire est vrai? Pas évident, non? Ces deux parties inférieures de visage possèdent exactement les mêmes traits caractéristiques et pourtant l'un exprime un sourire vrai et l'autre non. Peu importe la véracité du sourire, la contraction du muscle grand zygomatique est présente. Sa contraction développe l'ensemble des lignes fondamentales en plus des secondaires chez les personnes d'un certain âge. En regardant maintenant le visage dans sa totalité, les différents sourires se distinguent l'un de l'autre. Mais alors, qu'est-ce qui change? Selon Duchesne, le muscle orbiculaire palpébral inférieur est le responsable du vrai sourire associé au muscle grand zygomatique vu précédemment. Le muscle orbiculaire palpébral inférieur se contracte partiellement sous l'influence des sentiments affectueux et égaye le regard. Il crée une dépression à concavité supérieure au niveau du bord libre des paupières inférieures. La peau de la paupière est légèrement gonflée par cette contraction. Cela diffère du faux sourire. Selon Duchesne de Boulogne, la seule différence entre un vrai et un faux sourire résulte de la contraction du muscle orbiculaire palpébral inférieur. Pour en être convaincu, voici deux autres images. À vous de jouer! Il reste encore une part de mystère sur le sourire. En effet, spontanément et sans encore le comprendre, on entrevoit une différence entre expression, qui est la conséquence de la mise en jeu de la motricité volontaire, et expressivité d'un visage qui correspond à l'éclat naturel propre à chacun qui se façonne tout au long de notre vie. Ce sujet passionne certains anatomistes, dont le docteur Olivier Camusard, qui a entrepris une étude notamment sur la mise en évidence de muscles lisses situés dans le visage. En effet, certains muscles faciaux semblent être le reflet de l'âme et ne sauraient être expliqués simplement par une innervation motrice volontaire sur les muscles striés-squelettiques. Cette étude est encore en cours, néanmoins ce sujet passionne depuis longtemps et en ressort d'ailleurs le sourire de Duchesne.